Once upon a time, it had belonged to Empress Marie-Louise, the wife of Napoleon. Then it passed through the hands of Spanish infantas, Austrian archduchesses, and finally appeared at the wedding of a Romanian princess who vowed to love until Europe itself crumbled beneath its own weight. Ileana was not a woman born for the shadows. The daughter of King Ferdinand and Queen Marie of Romania, a queen both charismatic and strong-willed who combined Oriental robes with English dignity, Ileana grew up surrounded by palace splendor, the murmur of soirees, and the cold glitter of chandeliers. But reality rarely follows the script of fairy tales. After the First World War, monarchies across Europe began to fall one by one, like houses of cards. Romania held on, but the cracks were already visible. Une couronne autrefois offerte par Napoléon lui-même s'est retrouvée sur la tête d'une nonne au cœur de l'Amérique. Comme en deux mondes aussi éloignés, la splendeur des empires et le silence d'une cellule monastique peuvent-ils se croiser dans une seule vie ? Et entre les deux, l'histoire d'une femme qui porta en elle à la fois une princesse, une exilée, une mère de 6 enfants et la fondatrice d'un monastère. Le 14 septembre 1991, dans un monastère caché parmi les collines verdoyantes de Pennsylvanie, une femme quitta ce monde en silence, une femme dont la vie aurait pu inspirer un roman. Les journaux avaient depuis longtemps oublié son nom, mais il apparaissait encore parfois dans les catalogues d'antiquité. La princesse Ielana de Roumanie. Et ce n'était pas un hasard. Il restait un objet qui fascinait encore les collectionneurs, les historiens et les rêveurs. Un délicat diadème de volutes de diamants. Autrefois, il avait appartenu à l'impératrice Marie-Louise, l'épouse de Napoléon. Puis, il passa entre les mains des infantes d'Espagne, des archiduchesses d'Autriche, avant de se retrouver au mariage d'une princesse roumaine qui promit d'aimer jusqu'à ce que l'Europe elle-même s'effondre sous son propre poids. Ileana n'était pas une femme faite pour l'ombre. Fille du roi Ferdinand et de la reine Marie de Roumanie, une reine charismatique et volontaire qui mêlait les tuniques orientales à une dignité toute britannique, elle grandit au milieu du faste des palais, du murmure des bals et des reflets froids des lustres de cristal. Mais la réalité ne suit pas toujours le scénario des contes de fées. Après la Première Guerre mondiale, les monarchies d'Europe commencèrent à tomber les unes après les autres comme des châteaux de cartes. La Roumanie résistait encore, mais les fissures apparaissaient déjà. Lorsque, en 1931, Ileana épousa l'archiduc Anton d'Autriche, beaucoup crurent que l'union de deux maisons royales pourrait défier les vents du changement. Au bal de mariage au château de Pélèche, le célèbre diadème de Napoléon brillait sur sa tête. Il scintillait à la lueur des bougies comme si l'histoire elle-même s'était penchée sur la jeune mariée pour bénir son union. Mais ce mariage était moins une histoire d'amour qu'un pacte entre deux dynasties sur le déclin. Ileana se souviendra plus tard de ce moment avec ironie dans ses mémoires. « Une princesse passe très peu de temps de sa vie à porter un diadème », écrira-t-elle. Et c'était vrai. Son titre ne la protégea ni de l'ennui du mariage, ni des tensions familiales, ni de l'effondrement des illusions. 4 ans plus tard, à Vienne, elle porta de nouveau le diadème. Cette fois à un bal organisé par le parti légitimiste, qui rêvait encore de restaurer les monarchies. Tout était magnifique, parfait, et pourtant, sous les dorures, on sentait déjà l'inquiétude. L'Europe marchait vers le gouffre. D'abord l'Autriche tomba, puis la Roumanie. Chaque année, Ileana perdait non seulement sa patrie, mais aussi tout sentiment de stabilité. Elle dut fuir, d'abord en Argentine, puis aux États-Unis. Pour financer l'éducation de ses enfants, elle vendit le célèbre kokochnik de saphir, mais pas le diadème de Napoléon. Celui-là, mystérieusement, elle le garda. Peut-être parce qu'il n'était pas qu'un bijou. C'était un lien avec le passé, un rappel que même dans l'exil et l'incertitude, il restait quelque chose qui l'attachait à son histoire, à sa lignée, à son nom. 4 years later, in Vienna, she wore the tiara again, this time at a ball organized by the Legitimist Party, still dreaming of restoring monarchies. Everything was beautiful, perfect, and yet beneath the glitter lurked unease. Europe was marching toward the edge.
First Austria fell, then Romania. With each passing year, Elena lost not only her homeland, but also any sense of stability. She was forced to flee, first to Argentina, then to the United States. To fund her children's education, she sold the famous sapphire Kokoschnik tiara, but not Napoleon's diadem. That, for some reason, she kept. Elle ne porta plus jamais le diadème. Ses cheveux étaient désormais couverts d'un voile noir, ses mains occupées par le chapelet. Et pourtant, le diadème, comme sa vie, continuait de briller dans la mémoire, un pont entre une splendeur perdue et la paix enfin trouvée. En 2007, le diadème réapparut à une exposition à Vienne. Aujourd'hui, son sort reste un mystère. Peut-être appartient-il encore à ses descendants avec le château de Bran restitué à la famille par le gouvernement roumain en 2009. Ainsi cette histoire demeure, suspendue entre réalité et légende, entre les salles de bal et les murs monastiques, entre un diadème qui avait uni des empires et une femme qui choisit le silence plutôt qu'un trône. Sur les photos de ces années-là, elle semble sereine, un front haut, un regard clair, un sourire discret mais chaleureux. Et pourtant, derrière ce calme presque sculpté dans le marbre, se cachait une jeune femme élevée dans le culte du devoir et habituée à ne pas attendre du bonheur trop de faveurs. La princesse Iliana était aimée du peuple, mais pas toujours de la destinée. Quand vint le moment de choisir un mari, en vérité, elle ne choisit pas. D'autres décidèrent pour elle, comme il en allait souvent dans ces familles où le poids des dynasties comptait plus que les élans du cœur. L'archiduc Anton était un homme courtois, tranquille, fidèle à sa maison, tout ce qu'il fallait en somme. Mais en lui manquait le feu et l'audace, et peut-être aussi la compréhension. Leur mariage fut l'union de deux blasons, pas celle de deux âmes. Peu après leurs noces, ils s'installèrent en Autriche, dans une villa au pied des Alpes. Là, tout semblait paisible, ordonné, mais seulement en surface. Sous cette tranquillité grondait un malaise discret. L'Europe ancienne craquait de toutes parts. Vienne, autrefois cœur d'empire, n'était plus qu'une ville de souvenirs. Les aristocrates continuaient d'organiser des bals, mais sous les lustres et la musique se devinait l'ombre d'un monde qui s'effondrait. À l'un de ces bals, en 1936, Ileana remit le célèbre diadème, le cadeau de son beau-père, ce bijou transmis de génération en génération. Elle brillait, oui, mais pas comme une femme au sommet de sa gloire, plutôt comme un symbole, une relique vivante d'une époque qui disparaissait. Son sourire, ce soir-là, fut irréprochable et à peine perceptiblement mélancolique. Pendant ce temps, la maison dans laquelle elle était entrée par mariage commençait à se fissurer. Les Habsbourg en étaient plus qu'un chapitre d'histoire, non une puissance réelle. À l'Est, une menace nouvelle grandissait. En 1938, l'Allemagne annexa l'Autriche. Anton, sans soutenir ouvertement les nazis, ne s'y opposa pas avec fermeté. Et ce fut un tournant. Ileana, élevée dans le sens du devoir et de la responsabilité, ne pouvait accepter une telle passivité. Elle revint en Roumanie avec ses enfants, non plus comme épouse, mais comme mère et comme citoyenne. Le royaume était secoué de tensions. Son frère, le roi Carol II, perdait le soutien du peuple, mêlant autoritarisme et scandale personnel. Ileana le critiquait ouvertement, non par rancune, mais par conviction. Elle s'engagea dans les hôpitaux, aida les blessés, parla à la radio. Elle devint une voix de raison dans un pays au bord du gouffre. Mais le destin fut implacable. En 1947, la Roumanie tomba sous le régime communiste. La monarchie fut abolie. Ileana dut partir de nouveau, cette fois pour toujours. Imaginez, une femme qui avait vécu 2 guerres, 2 exils, un mariage brisé, et désormais plus de foyer. Elle emmena ses enfants, quelques valises et le diadème, le même qui avait brillé à son mariage. Pourquoi avoir gardé ce bijou-là et pas un autre plus pratique ? Peut-être parce qu'il contenait le dernier fil qui la reliait à un passé impossible à effacer. Un souvenir, un symbole, un secret. Ils partirent d'abord en Argentine, puis aux États-Unis. Là, au milieu des rues étrangères et d'une langue nouvelle, Ileana dut devenir quelqu'un d'autre. Plus une princesse, plus une archiduchesse, juste une femme qui devait survivre.
Elle travailla, donna des conférences, aida des œuvres de charité. Elle cuisinait pour ses enfants et répondait aux lettres de ceux qui l'appelaient encore Altesse royale. Un jour, lors d'une promenade matinale à New York, une femme à l'accent étranger l'arrêta. « Excusez-moi, êtes-vous la princesse Ileana ?» Elle sourit, hocha la tête. « Plus maintenant, dit-elle. Maintenant, je ne suis qu'une mère. » Mais ce soir-là, quand sa fille Alexandra apparut au bal des débutantes avec le diadème sur la tête, la salle se figea un instant. Les gens ne voyaient pas seulement une jeune fille élégante, ils voyaient une ombre d'histoire, une princesse qui ne disparaissait pas, mais qui laissait place à une nouvelle vie. Ileana observait de loin. Elle ne dit rien, ne toucha pas au diadème, elle regardait simplement, parce qu'elle savait. Une couronne ne fait pas une reine, mais parfois elle rappelle qui nous étions et pourquoi nous restons debout. Les bijoux dans cette histoire ne sont pas des symboles de luxe, ce sont des capsules de temps. Ils gardent en eux le souffle d'époques entières. Et pour Ileana, une autre transformation attendait encore, la dernière, et peut-être la plus inattendue. Parfois, le destin laisse à une personne un seul objet. Non pour la consoler, mais comme un signe, un rappel que le jeu n'est pas encore terminé, même si le plateau semble avoir été renversé. Pour Ileana, cet objet fut le diadème. Ce n'était pas le plus grand, ni le plus éclatant de tous ceux qui avaient orné les têtes des souveraines d'Europe, mais peut-être le plus intime. Il est difficile d'imaginer que, dans le silence d'une maison modeste au cœur de l'Amérique, parmi les voix des enfants et l'odeur du café du matin, reposait un bijou offert autrefois par Napoléon lui-même. Oui, ce même empereur qui conquit la moitié de l'Europe et qui offrait des diamants à son épouse Marie-Louise, non seulement comme preuve d'affection, mais aussi comme symbole de pouvoir. Ce diadème, composé de délicates volutes de diamants, était un cadeau qui parlait plus fort que les mots. Après la mort de Marie-Louise, le diadème fit un long voyage à travers les générations des Habsbourg, apparaissant et disparaissant dans les portraits officiels, parfois porté à la taille plutôt que sur la tête, comme l'infante Blanche d'Espagne, épouse de l'archiduc Léopold Salvator, l'avait fait. Leur fille, l'archiduchesse Dolores, posa avec le diadème dans un portrait solennel. Les courbes du bijou reflétaient la même fierté calme, le même pressentiment silencieux sur son visage. Mais le moment le plus symbolique arriva lorsque l'archiduc Léopold Salvator offrit le diadème à sa belle-fille, la princesse Ileana de Roumanie. Non comme une relique officielle, ni pour des raisons de protocole, mais comme un cadeau personnel. Peut-être pressentait-il que ce serait elle, et non une autre, qui porterait ce bijou à travers les tempêtes du XXe siècle. Lors du mariage d'Ileana en 1931, au château de Pélèche, lieu gothique et romantique, cœur de la monarchie roumaine, le diadème ne fut pas seulement un ornement, mais un personnage à part entière. La jeune princesse le portait avec dignité, mais dans ses yeux on lisait autre chose. Une tension subtile, la conscience que ce mariage était moins un conte de fées qu'un pacte silencieux entre deux dynasties déjà sur le déclin. Le bijou brillait, oui, mais comme un masque, splendide, solennel et un peu lointain. Des années plus tard, dans ses mémoires, Ileana évoqua ce moment avec une légère ironie. Je peux avouer franchement qu'une princesse passe très peu de temps de sa vie à porter un diadème. Par ces mots, elle désarmait tout le théâtre de l'étiquette royale. Elle parlait des bals de Vienne, des protocoles, avec le calme de quelqu'un qui ne croyait plus que le faste promettait le bonheur. Et pourtant, lorsqu'elle remit le diadème quelques années plus tard, non plus à Bucarest mais au palais Hofburg de Vienne, tout avait un goût différent. C'était en 1936, lors du bal légitimiste. À première vue, une soirée sortie du passé, lustre de cristal, valse, velours, dorure. Mais sous cet éclat régnait un écho étrange, presque funèbre. Ces monarchistes qui rêvaient encore de restaurer les trônes d'Europe dansaient comme pour retenir le temps. Ileana, jeune mais déjà lucide, participait à ce théâtre avec l'élégance de celle qui sait qu'une partie est perdue d'avance. Elle portait le diadème comme on porte une question sans réponse. La lumière des lustres se brisait dans les diamants, et les volutes du diadème projetaient des ombres sur les murs, comme des cartes d'empire disparus.
Ce n'était plus un simple bijou, c'était une déclaration, fragile, silencieuse, presque défiant le destin. Bien sûr, le diadème ne pouvait pas la protéger de la réalité. L'Autriche allait bientôt tomber, la Roumanie serait dévorée par les dictatures et la guerre. Son mariage se briserait, elle-même serait chassée en exil. Mais le diadème, lui, survivrait. Et pas seulement survivre, continuer à vivre, dans les tiroirs, sur les photos, dans la mémoire d'une famille dispersée par l'histoire. Son dessin, presque musical, semblait murmurer que, même lorsque les trônes s'effondrent, il reste des objets qui gardent plus de vérité que les hymnes ou les manifestes. Le diadème appartenait désormais à un autre monde, celui des femmes, de l'intime, de la transmission silencieuse entre mères et filles, entre passé et avenir. Et c'est là que résidait sa véritable force. Parfois, les bijoux parlent plus fort que les mots. Ils ne sont pas seulement une question de forme ou d'éclat, ce sont des instants figés dans le temps, des fragments de vie entière préservés dans le silence. Le diadème, qui avait jadis appartenu à une impératrice, qui avait traversé les salles de bal de Vienne et les couloirs des châteaux roumains, reposait désormais dans une armoire d'une modeste maison américaine. Pas dans un écrin de velours, mais peut-être enveloppé dans un simple morceau de tissu. Et pourtant, son histoire n'était pas terminée. À New York, ville d'acier et de lumière électrique, où la modernité brillait dans les vitrines plutôt que dans les palais, l'ancien monde trouvait encore des fissures par lesquelles il pouvait s'infiltrer. À l'automne 1954, à l'Hôtel Plaza, eut lieu le traditionnel bal des débutantes. Pour la plupart des jeunes filles, il ne s'agissait que d'un rituel mondain, d'une entrée officielle dans la société. Mais pour l'une d'elles, c'était bien plus. Alexandra von Habsbourg, fille de la princesse roumaine exilée et de l'archiduc autrichien, monta sur scène avec un passé plus lourd que n'importe quel titre. Et sur sa tête, tel un secret, brillait le même diadème qui avait traversé les empires, les guerres et l'exil. Le bijou ne paraissait pas être une relique du passé, mais quelque chose de vivant. Ces diamants reflétaient non seulement la lumière des lustres, mais aussi la mémoire de celle qui l'avait portée avant elle, l'impératrice, l'archiduchesse, la princesse. Et désormais, une jeune fille, inconnue du public new-yorkais, mais avec la même allure que sa mère autrefois, dans les jours de splendeur royale. Les gens voyaient une scène élégante, parfaite. Mais pour Ileana, qui observait depuis un balcon avec la réserve tranquille de celle qui ne cherche plus la scène, c'était plus qu'un bal, c'était un pont entre le passé et l'avenir. Elle n'intervint pas. Elle ne toucha pas au diadème posé sur la tête de sa fille. Elle ne corrigea rien. Elle regardait simplement. Parce qu'elle savait, certaines choses ne se transmettent pas par des paroles, mais par des silences. 8 ans plus tard, en 1962, lorsqu'Alexandra épousa le duc Eugène Eberhard de Wurtemberg, le diadème réapparut. Il n'y avait plus d'empire, plus de trône, plus de gros titres dans les journaux. Mais il brillait tout de même, discrètement, comme une lettre qu'on lit à voix basse. Puis, le silence. Le bijou disparut des photos, des salles de bal. Plus de sorties officielles, plus de portraits, plus de spectateurs retenant leur souffle en le voyant. Mais cela ne signifiait pas qu'il avait été oublié. Pendant ces mêmes années, Ileana s'éloignait de plus en plus du monde extérieur, non pas avec amertume, mais avec une sérénité délibérée. Elle fonda un monastère, écrivit, pria, écouta. Et peut-être que, dans un tiroir d'une cellule monastique, le diadème restait là, enveloppé dans un foulard, transformé d'un symbole de luxe en une relique familiale, un souvenir encore palpitant. Car même dans le silence, certaines choses continuent de parler. Il suffit de savoir les écouter. Quand on enlève tout à une personne, la patrie, la maison, le nom, le titre, il ne reste que ce qui vit à l'intérieur. La princesse Ileana, qui avait perdu 2 royaumes, ne demanda jamais la pitié du monde. Elle commença à se reconstruire à partir de fragments, la mémoire, la foi, la dignité. L'Amérique ne l'accueillit pas avec des fanfares, mais avec la file silencieuse du bureau d'immigration.
Pour ce nouveau pays, elle n'était pas une princesse, seulement une femme avec des enfants et un accent étranger. Et pourtant, ce fut ici, parmi des rues inconnues et une langue étrangère, que commença peut-être la partie la plus authentique de sa vie. Elle ne s'accrocha pas au passé. Elle ouvrit des portes. Elle donnait des conférences sur la morale, la liberté, le prix à payer pour ses convictions. La princesse Iliana devint mère Iliana. Elle écrivait des lettres, organisait de l'aide pour les nécessiteux, parlait de dignité, pas celle des palais, mais celle qu'on porte en soi. Le diadème, pendant ce temps, restait silencieux. Il n'apparaissait plus en public, mais il ne fut jamais vendu. Et cela surprend. Iliana dut vendre de nombreux bijoux pour payer l'éducation de ses enfants. Parmi eux, le célèbre kokochnik de saphir, une pièce légendaire qui avait jadis brillé dans ses cheveux. Cet ornement, si souvent célébré dans les journaux, disparut comme avaient disparu les royaumes. Mais le diadème de Napoléon resta. Peut-être parce qu'il n'avait jamais été seulement un symbole de pouvoir. Contrairement au kokochnik, il ne criait pas, il ne dominait pas. Sa beauté était subtile, presque retenue. Ce n'était pas un trophée, mais un talisman, un souvenir non du statut, mais des racines. Peut-être Ileana y voyait-elle non seulement le passé, mais aussi une lumière pour l'avenir. Quand sa fille Alexandra apparut en public avec le diadème, puis le porta à son propre mariage, le bijou devint partie d'une autre histoire. Il n'était plus royal, mais familial. Son éclat n'appartenait plus aux salles du pouvoir, mais à l'intimité d'une nouvelle génération. Au cours de ces années, Iliana se tourna de plus en plus vers la spiritualité. Non par fuite, non par révolte, par retour. Elle comprenait que trop de choses dans sa vie avaient été vécues non par choix personnel, mais par devoir, par protocole, par l'histoire elle-même. Maintenant, avec des enfants adultes et un monde en changement, venait le moment de décider pour elle-même. Et elle choisit le monastère. Pas un déjà existant, pas un bâti par d'autres, un monastère fondé de ses propres mains. En 1967, sur les collines près d'Elwood, en Pennsylvanie, naquit une petite communauté orthodoxe. En anglais, la première de ce genre dans toute l'Amérique du Nord. Des femmes de tous âges et de tous horizons y venaient, non pour fuir le monde, mais pour trouver la paix. Il n'y avait ni or, ni bal, il y avait du chant, des jardins, du pain chaud, le silence. Et au centre de tout cela, Mère Alexandra, c'est ainsi qu'on l'appelait désormais. Elle ne reniait pas son passé, mais ne l'exhibait pas non plus. Elle parlait avec simplicité, parfois avec humour. Son regard ne cherchait plus l'approbation, il se tournait vers l'intérieur. Dans une cellule où les murs respiraient le calme, peut-être le diadème était-il encore là, enveloppé dans un foulard, caché dans une boîte en bois. Non comme symbole de pouvoir, mais comme un rappel que ce qui brille peut devenir lumière, si on ne s'y accroche pas, mais qu'on le transmet. En 1981, elle quitta sa fonction d'abbesse, mais resta au monastère, jusqu'à la fin. Et quand, en septembre 1991, sa vie s'acheva, le monde ne le remarqua presque pas. Pas de gros titres, pas d'orchestre. Seulement, quelque part en Pennsylvanie, le vent dans les arbres sembla murmurer son nom. Mais l'histoire ne disparut pas, elle changea simplement de forme. Et le diadème, il était encore là, ou quelque part tout près. On l'appelait désormais Mère Alexandra, mais dans chaque ligne de ses lettres résonnait encore la voix d'Ileana, princesse, exilée, gardienne de la mémoire. Après avoir quitté son rôle d'abbesse, le monastère devint sa dernière demeure. Pas un refuge temporaire, pas un lieu où fuir le monde, mais l'endroit où elle pouvait enfin simplement exister, sans titre, sans protocole, sans le poids d'un nom derrière elle. Les matinées commençaient par la prière, puis venaient les petites tâches, balayer le réfectoire, entretenir le jardin, parler avec les sœurs. Et ensuite, le temps du silence. Pendant ces heures, elle écrivait. Les pages, remplies de son écriture régulière, portaient des réflexions, des souvenirs, de l'espérance. Parfois, elle parlait de sa mère, la reine Marie, femme dans laquelle tempête et lumière ne faisaient qu'un. Parfois, de son mariage, qui fut une leçon d'endurance. De la guerre qui lui avait enlevé sa patrie.
de ses enfants qui restaient sa plus grande fierté. Mais plus que tout, elle écrivait sur le sens, sur ce qui demeure quand tout le reste disparaît. Le diadème restait proche, il n'apparaissait plus en public, plus de photographies, plus de balles, mais rien n'indiquait qu'il avait été vendu ou perdu. Jusqu'en 2007, 16 ans après que mère Alexandra eut quitté ce monde, quand le diadème réapparut soudain, pas comme un trophée, pas comme une curiosité pour collectionneurs, mais comme une pièce d'exposition à Vienne dédiée aux joyaux historiques des Habsbourg. Là, dans une vitrine, sur du velours sombre, avec une petite plaque à sa base. Les diamants, tels de minuscules miroirs, reflétaient la lumière de la salle et les visages des visiteurs. Les gens s'arrêtaient, ils lisaient le nom, ils regardaient, mais personne ne connaissait toute l'histoire. Combien de larmes ce diadème avait-il vu? Combien de décisions, de promesses, d'adieux se cachaient dans son éclat? Personne ne le savait, tout comme personne ne sait où il se trouve aujourd'hui. Le diadème n'est jamais apparu dans les ventes aux enchères, ni dans les collections privées. Tout porte à croire qu'il est resté dans la famille, auprès de ceux qui ont partagé avec Ileana non seulement le sang, mais aussi l'exil, la perte, la foi. Et peut-être est-ce ainsi que cela devait être? Car certaines choses ne doivent pas appartenir au musée, ni au gouvernement, ni même à l'histoire officielle. En 2009, presque 20 ans après la disparition d'Iliana, il se produisit quelque chose qui ressemblait à une boucle enfin refermée. Le gouvernement roumain rendit à ses enfants le château de Bran. Ce même château, entouré de légendes sur Dracula, où elle avait joué enfant, où tout avait commencé. Trop tard pour qu'Iliana le voie, mais pas trop tard pour que le temps lui-même rende hommage, en silence. L'histoire n'est jamais pressée, elle revient toujours. Et le diadème n'est plus seulement un bijou, il est un fil invisible qui relie ce qui fut à ce qui reste, un pont entre les bals et les prières, entre la femme qui portait une couronne et celle qui un jour l'a déposée pour toujours. Il fallait peut-être aller jusqu'au bout pour comprendre. Ce n'était pas elle qui portait le diadème, c'était le diadème qui l'avait porté. Dans chaque grande histoire, il reste toujours un détail qui disparaît de la vue, mais jamais de l'imagination. Dans la saga de la princesse Ileana, ce détail, c'était le diadème. Brillant, ancien, comme sculpté dans le souffle même de l'histoire, il s'évanouit comme un fantôme, sans laisser de traces, mais sans permettre qu'on l'oublie. Après l'exposition de Vienne en 2007, le silence retomba. Plus de mentions, plus de photos, plus d'apparitions aux enchères. Pour le monde extérieur, le diadème semblait s'être volatilisé. Mais pour ceux qui connaissaient son histoire, il restait bien vivant. Dans la mémoire, dans les récits de famille, dans cet espace secret où l'on ne garde pas des objets, mais des significations. S'il est vraiment resté dans la famille, et tout le laisse penser, il repose probablement aujourd'hui dans une vieille armoire, enveloppé dans un tissu doux, protégé de la poussière et des regards indiscrets. Il n'appartient plus à l'époque des empires, et il n'en a plus besoin. Aujourd'hui, où tout veut être montré, vendu, exposé, le diadème se tait. Il ne réclame pas l'attention, il ne cherche pas la scène. Et dans ce silence réside sa nouvelle force. Qui le tient entre ses mains aujourd'hui? Qui ouvre une petite boîte en bois et, parmi les reliques familiales, découvre cette dentelle de lumière et de pierre? Qui connaît toute son histoire, pas celle des catalogues, mais celle qui se chuchote de mère en fille? Peut-être réapparaîtra-t-il un jour, peut-être brillera-t-il lors d'un autre mariage, dans une cérémonie familiale loin des caméras. Ou peut-être restera-t-il pour toujours dans l'ombre, comme sa dernière propriétaire qui le porta dans sa jeunesse avant de le ranger pour toujours. Il y a là une forme de poésie, un diadème qui commença comme un symbole de pouvoir, mais qui finit comme un symbole de fidélité, non pas au trône ni au titre, mais à la mémoire, aux racines. Il ne fut pas vendu parce qu'il fut choisi, non pour sa valeur, mais pour son sens. Est-ce la fin de l'histoire du diadème? Non, il a simplement quitté le temps. Il est devenu une relique hors du temps, comme Ileana elle-même. Princesse, exilée, mère, moniale.
Une femme sur la tête de laquelle une couronne brilla jadis, mais dans le cœur de laquelle brûlait quelque chose de plus grand. La certitude que la vraie grandeur n'a pas besoin de trône. Que sous l'or peut se cacher non le luxe, mais la lumière, celle qui ne s'éteint jamais, même dans le silence. À la fin, quand tout a été dit et que chaque fait a été exposé, il reste une sensation légère, comme le parfum des vieilles lettres, comme la poussière sur la vitre d'une vitrine où le diadème brillait autrefois. L'histoire de la princesse Iliana ne rentre pas dans le cadre d'une simple biographie. Elle ne peut pas être réduite à des dates, des noms, des titres. Elle appartient à ces vies qui continuent de résonner longtemps après que leur voix s'est tue. Iliana n'a laissé aucun héritage politique. Elle n'a dirigé aucun mouvement, n'est jamais revenue sur un trône, n'a pas essayé de s'accrocher désespérément au passé. Et c'est peut-être cela qui la rend extraordinaire. Parce qu'elle a su lâcher prise. D'abord son pays, puis sa famille, ensuite son nom, et enfin elle-même, non comme une défaite, mais comme une transformation. Elle ne s'est pas battue contre le temps, elle a marché avec lui et n'a jamais perdu sa dignité. Sa vie contenait tout, des bals étincelants et des hôpitaux de guerre, des salons viennois et des cuisines américaines, des bijoux impériaux et la simplicité monastique. Et tout cela sans artifice, sans vacarme, avec la grâce tranquille de celle qui sait que les choses essentielles se passent toujours dans le silence. Quand elle mit pour la première fois le diadème de Napoléon, ce soir-là à Pélèche, sous la lumière des valses et des bougies, elle a peut-être cru que c'était un début. Mais ce fut en réalité un miroir, non pas de ce qu'elle possédait, mais de qui elle l'était. À partir de ce moment-là, le diadème l'a accompagnée non comme un ornement, mais comme un témoin, un compagnon silencieux, une mémoire tissée de diamants et d'histoires. Et maintenant qu'elle n'est plus là, il reste non pas comme un bijou, mais comme un fragment de vie. Pas seulement de la sienne, de la nôtre aussi. Parce qu'en Iliana, cette femme entre deux époques, entre empire et exil, entre richesse et foi, il y a une question qui appartient à tous. Comment rester soi-même quand tout s'écroule autour de nous ? Ne pas céder, ne pas s'endurcir, ne pas se détourner du monde, même quand il se détourne de vous. Simplement, continuer d'avancer. Avec un regard clair, un pas ferme, une lumière intérieure plus forte que n'importe quelle couronne. C'est ainsi que naissent les légendes, pas sur les trônes, mais dans la prière. Pas dans le bruit des applaudissements, mais dans le silence qui reste après une vie pleine de sens. La princesse Iliana est partie, mais sa lumière demeure. Et peut-être que quelque part, dans une boîte en bois, le diadème repose encore, non comme un bijou, mais comme un rappel. La vraie grandeur consiste à savoir quitter la scène et entrer dans l'ombre. De son plein gré,